Simplement maintenant, eh bien, le journal de 13h avec Hervé Claude et bien sûr l'ensemble des informations sur le conflit du Golfe. Au revoir, à tout à l'heure. Eh bien, un seul titre pour ce journal, j'espère qu'on va me voir, voilà, un seul titre pour ce journal. L'offensive terrestre des Alliés a commencé pour reprendre le Koweït à l'Irak. Apparemment, les troupes alliées rencontrent peu de résistance au Koweït, mais les Américains ont immédiatement imposé un blackout sur les opérations militaires. Il est donc difficile de savoir, à l'heure qu'il est, c'est-à-dire 13h heure française, de savoir ce qui se passe vraiment sur le front. Du côté irakien, Saddam Hussein a encore appelé ses troupes à résister jusqu'à la victoire et à combattre sans pitié les forces alliées. Bonjour, l'offensive terrestre des Alliés a donc démarré la nuit dernière. George Bush l'a annoncé à la télévision quelques heures seulement après l'expiration de l'ultimatum qui demandait aux Irakiens de se retirer du Koweït. Mais tout de suite, les Américains, je vous le disais, ont imposé un blackout total sur ces opérations militaires qui mettent face à face plus d'1 million d'hommes et qui est sans doute l'une des plus importantes opérations militaires de l'histoire. On sait donc peu de choses. Je vous propose d'en voir tout de suite le détail avec les quelques rares images que nous avons reçues des ultimes minutes avant le déclenchement et le déclenchement de l'opération terrestre cette nuit. Jean-Yves Perrin. 4 heures ce matin, près de la frontière koweïtienne, ces premiers coups de canon marquent le début de l'offensive terrestre. Selon un journaliste de l'AFP présent à proximité, la terre tremble sans discontinuer sous l'impact répété des obus et des bombes. Ces très violents tirs d'artillerie terrestre précédaient l'engagement des colonnes de blindés. Américains et Britanniques ont franchi en 3 points la frontière du Koweït. Un peu plus à l'ouest, d'autres troupes, dont semble-t-il les Français de l'opération Daguet, participent à l'attaque du territoire irakien. D'après les quelques informations dont nous disposons, les forces irakiennes n'auraient offert qu'une résistance limitée. Pas de riposte d'artillerie au Koweït, pas de riposte non plus en Irak. Selon plusieurs officiers rencontrés en fin de matinée sur un point de passage de la frontière, le dispositif français n'aurait trouvé aucune résistance ni subi aucune perte. Derrière les unités d'assaut, les convois logistiques et les blindés de dépannage passent en Irak de manière continue. Dans le même temps, Radio Bagdad annonçait que les troupes irakiennes résistent fermement dans leur position et tirent sur tout incroyant venu se cogner contre le roc irakien. Tout de suite au téléphone, je vous propose d'entendre le témoignage, ce témoignage capital, celui de l'un de nos envoyés spéciaux, Nicolas Jacobs. Nicolas Jacobs a pu, je crois, franchir la frontière et passer avec les troupes alliées au Koweït. Alors Nicolas, on ne peut pas dire précisément où vous êtes, bien sûr. Nicolas, qu'est-ce que vous avez vu donc des débuts de cette offensive? Oui, c'est ça. Donc selon la formule consacrée, je suis quelque part à la frontière irako-saoudienne, dans la zone d'opération de la division Daguet. Donc ce matin, en compagnie d'autres journalistes, on a pu franchir cette frontière et nous enfoncer à l'intérieur du territoire irakien de quelques kilomètres. Nous avons visité un poste, une position irakienne. C'était un petit fortin, un groupe de bâtiments, probablement des bâtiments de garde-frontière. Visiblement, cette position avait été bombardée par de l'artillerie, mais aucune trace de combat. Donc il semble que ces positions avaient été abandonnées bien avant l'arrivée de la première vague, c'est-à-dire ce matin vers 4 heures du matin. Vous avez l'impression qu'effectivement les troupes, ce qu'on dit beaucoup, les troupes alliées ne rencontrent que peu de résistance pour l'instant? Tout à fait, tout à fait. Autour de nous, on n'a entendu ni bruit, alors que vous savez que les explosions d'obus font quand même beaucoup de bruit, ni lueur à l'horizon. Visiblement, donc, les éléments de la division Daguet ainsi que des Américains qui sont avec les Américains du 18e corps d'armée ont pu avancer extrêmement vite. Merci Nicolas, merci pour ce témoignage très important puisque je vous le rappelle, vous êtes sur le front au-delà donc de la frontière. Premier témoignage aussi, ils sont d'autant plus importants que les images sont rares, on vous l'a dit. Notre envoyé, voici ces images envoyées de Daran, voici ces témoignages plutôt envoyés de Daran par notre envoyé spécial, c'est Pascal Deschamps, ces premiers témoignages de pilotes et de Marines. Écoutez. Les pilotes de ces 2 avions ont été les premiers à survoler le théâtre de l'offensive à 4 heures ce matin. De retour de mission, ils apportent un premier témoignage sur le début des hostilités
Selon eux, au moment de leur passage, les troupes alliées avaient progressé d'une dizaine de kilomètres en quelques minutes seulement. C'est vrai que le temps n'était pas très beau et que la visibilité n'était pas très bonne, mais de là-haut, on pouvait voir des éclairs, des tirs d'artillerie plus violents que jamais. Y a-t-il eu une riposte irakienne? C'est difficile à dire car les tirs étaient très fournis. Ce qui est sûr, c'est que pour une fois, l'artillerie irakienne ne nous visait plus, nous les avions. On a vu aussi des tirs de missiles Scud, mais au sol, j'avais jamais vu une telle intensité. Ceux-là ont appris la nouvelle ce matin loin du front. Depuis, ils ne quittent plus la télévision des yeux en attendant de prendre eux aussi dans la journée la route du Koweït. Chez eux, peu ou pas d'état d'âme, presque de l'impatience. C'était inévitable. J'espère qu'on va leur botter le train et rentrer chez nous. Quand faut y aller et après on rentre. Il était temps. Plus tôt on commence, plus vite ce sera fini. Moi je suis partagée. En même temps je me dis, super, ça y est, enfin, on va en finir. Et en même temps je pensais, ouf, mes potes sont là-haut et moi je vais pas tarder à y aller. Ça fiche la trouille. Retranchées en ordre de bataille, tout près de la frontière, les unités alliées, dont voici les dernières images avant l'offensive, s'engagent les unes après les autres dans ce qui est décrit par tous ici comme l'opération militaire la plus massive depuis la Deuxième Guerre mondiale. Peu d'informations donc, peu d'images, on vous l'a dit, sur ces débuts de l'offensive terrestre, pardon. Malgré ces maigres informations, tentons quand même de faire le point sur ces opérations militaires nous allons le faire avec François Cornet. François Cornet qui d'abord reconstitue les débuts de cette offensive. Alors voici Hervé quel était le prépositionnement des forces alliées la nuit dernière avant le déclenchement de l'offensive terrestre. Comme à l'exercice ces jours derniers au nord de l'Arabie, les blindés du 8e et du 18e corps américain se sont engouffrés à l'aube dans les trouées percées par le génie au milieu des dunes artificielles dressées par les Irakiens sur les frontières sud du Koweït et de l'Irak. Direction le nord pour les uns, vers les premières lignes de défense irakiennes, l'ouest de l'Émirat pour les autres, en contournant les défenses irakiennes pour remonter le plus rapidement possible vers la région de Bassora dans le sud irakien où sont concentrées les troupes d'élite de Saddam Hussein. La garde présidentielle porte encore de 150 000 hommes. Objectif de l'opération, couper les défenses irakiennes de leurs arrières, isoler ces troupes occupant le Koweït du territoire irakien et barrer la route des troupes d'élite, tenter de déclencher une contre-offensive en direction du sud du Koweït pour porter secours aux premières lignes de défense irakiennes débordées par la puissance de l'offensive alliée. Une offensive terrestre fortement appuyée par l'artillerie, précédant les vagues d'assaut avec les hélicoptères anti-chars ou les avions d'attaque au sol. Parallèlement à ce déferlement massif de roquettes, d'obus et de blindés, les Marines ont mené une opération amphibie à partir du golfe Persique, appuyée par la puissante artillerie des cuirassés Wisconsin et Missouri. Un débarquement tout d'abord sur la petite île de Failaka, à 40 km des côtes du Koweït, occupée par 800 Irakiens, verrou stratégique à faire sauter en priorité avant de poursuivre vers les côtes du Koweït. Avant ce débarquement, les bombardiers américains avaient pilonné l'île avec des bombes à dépression, des bombes à effet de souffle, particulièrement meurtrières dans les rangs irakiens. Après cette première attaque, les Marines auraient débarqué sur les côtes koweïtiennes et mené une troisième opération amphibie vers Bassora en remontant le Chat al-Arab, le plus important débouché maritime de l'Irak sur le Golfe. Débarquement appuyé par l'aviation alliée et la chasse embarquée à partir du Golfe Persique ou de la mer Rouge. Combinée avec ces débarquements, une opération aéroportée de la 82e Airborne aurait été engagée, le but étant de parachuter ou d'héliporter des troupes alliées sur les arrières de l'adversaire et autour de Koweït City pour désarticuler ses flancs et le prendre à revers avant l'opération finale de tenaille d'encerclement opérée par les blindés et l'infanterie. Une grande inconnue dans cette offensive, les champs de mines posés par les Irakiens. Plus d'1 million de mines de toutes sortes,
protégerait les positions irakiennes. Des passages ont été ou sont en train d'être déminés par les unités du génie avec des engins modernes pour permettre aux vagues d'assauts alliés d'intervenir toujours en direction du nord. Vous voyez ici la destruction des mines sur ces images d'archives. Alors François Cornet, vous pouvez nous préciser, on parlait tout à l'heure de la division Daguet, donc avec notre envoyé spécial Nicolas Jacobs, comment a agi la division Daguet depuis le début de l'offensive ce matin, rapidement? Eh bien, les unités de la force d'action rapide, les blindés, les blindés transport de troupes et les chars AMX-10 sont partis du sud de l'Irak ici et sont actuellement, semble-t-il, à 70 ou 80 km de la frontière sud de l'Irak. Ils se dirigent vers Bassora. Ils vont participer, semble-t-il, à l'encerclement des troupes d'élite de Saddam Hussein pour empêcher une contre-offensive de ces troupes vers les blindés alliés qui remontent aussi vers le nord. Pour l'instant, ils n'auraient pas rencontré de grande résistance et n'auraient subi, semble-t-il, aucune perte. Merci François. L'offensive terrestre côté irakien maintenant. Les Irakiens n'ont pas cédé à l'ultimatum des alliés. Saddam Hussein continue d'exhorter ses troupes et de leur prédire la victoire. Voyons maintenant ce qui s'est passé à Bagdad avec Christophe Tortora. 6 heures après le déclenchement de l'offensive terrestre, dans un discours diffusé par Radio Bagdad, Saddam Hussein, d'un ton ferme et calme, a exhorté ses troupes, je cite, à tuer les alliés de toutes leurs forces. L'attaque terrestre est de grande envergure, a dit le président irakien, et il appelle son peuple à combattre et à résister jusqu'à la victoire finale. À Bagdad, après une nuit calme, les bombardements des forces alliées ont repris très tôt ce matin. Au petit jour, une épaisse fumée noire recouvrait la ville. Alors que les habitants étaient redescendus dans les rues, des miliciens mettaient en place des barrages aux points stratégiques, carrefours et ponts, pour la première fois depuis le début de la guerre. Et tout de suite, nous allons à Bagdad, où se trouve l'une de nos envoyées spéciales, c'est Martine Laroche-Joubert, que nous avons en direct au téléphone. Martine, qu'est-ce qui se passe donc ce matin à Bagdad? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? En ce moment à Bagdad, tout est calme. Il y a eu ce matin quelques missiles qui sont passés dans le ciel. Les alertes ont retenti comme d'habitude, mais enfin ça c'est quelque chose qui est presque permanent ici à Bagdad. Hier soir, il y a eu quelques bombardements à environ une dizaine de kilomètres de l'hôtel. Les rues aujourd'hui sont désertes dans les grandes avenues. En revanche, dans les rues, il y a pas mal de monde autour des souks. Ce qu'il y a, c'est que les Irakiens sont très étonnés par cette attaque. Ils ne comprennent pas pourquoi il y a eu une offensive terrestre alors qu'ils s'étaient déclarés prêts à quitter le Koweït et qu'ils avaient accepté le plan soviétique. Ils sont donc à la fois amers, déçus, mais en même temps, devant nous, en tout cas, ils nous disent qu'ils veulent combattre et qu'ils n'ont pas peur. Et ils pensent qu'ils nous disent que c'est Bush qui a voulu la guerre, alors que eux, ils avaient accepté ce plan soviétique. Alors nous venons de recevoir également un communiqué du haut commandement militaire irakien. Et d'après ce communiqué, 6 divisions irakiennes ont été attaquées, mais les Irakiens tiendraient toujours la ligne de Faylaka. Et d'après ce communiqué toujours, les alliés auraient subi de fortes pertes et les soldats irakiens auraient donc fait face à la surprise de cette offensive. Merci Martine pour ce témoignage. Je vous rappelle, vous étiez en direct avec nous à Bagdad au téléphone. Nous allons écouter maintenant un autre témoignage, une autre de nos envoyées spéciales. C'est Isabelle Bechler qui se trouve ce matin à Amman. Mais elle était hier encore en Irak. Elle a quitté ce pays dans la nuit. Isabelle, je pense que vous êtes en direct avec nous. Bonjour Isabelle. Hier soir, oui, vous avez pris donc cette route qui relie Bagdad à Amman, la capitale jordanienne. Alors, qu'est-ce que vous avez vu tout au long de cette route? Eh bien écoutez, tout au long de cette route, on a été surpris par le fait que les autorités irakiennes ont pris le temps, ont eu les moyens de dégager cette route, qui est effectivement un de leurs axes primordiaux d'approvisionnement avec la Jordanie. À notre arrivée en Irak, nous avions pu constater qu'il y avait environ une trentaine de camions
sur le bas-côté, voire empêchant la circulation sur cette chaussée. Finalement, ils ont été dégagés, et y compris 2 énormes trous de bombes qui avaient été provoqués par des bombes de 500 kg, vraisemblablement, ont été comblés. On peut donc maintenant prendre cette route avec une exception, un camion qui a sans doute été mitraillé et bombardé peu de temps avant notre passage dans la zone qui est appelée kilomètre 160. Isabelle, est-ce que vous avez vu sur la route, donc sur cette route, des militaires irakiens ? Alors on en voit bien sûr tout au long de la route, mais ceux que j'ai pu observer hier et surtout les jours précédents étaient plutôt à Bagdad, dans la région de Bagdad et au nord de Bagdad, en particulier vers Mossoul, autour de la ville natale du président, vers Tikrit. Et là, on a pu constater une grande prostration, sans doute due aux problèmes d'approvisionnement, aux problèmes logistiques, à l'absence de carburant, voire de nourriture. On voit bien souvent des dizaines, des vingtaines, parfois des groupes d'une cinquantaine de soldats, apparemment désarmés, je me trompe, mais comment dire, désemparés au bord de la route, en train de faire de l'autostop, car ils n'ont pas de carburant. Alors, dernier point rapidement, la population irakienne, elle, comment l'avez-vous senti réagir ? Réagir très dignement dans l'adversité, puisque comme Martine le disait à l'instant, effectivement, il y avait un formidable espoir dans la diplomatie soviétique. Les Irakiens ne comprennent absolument pas, et ils restent très solidaires du pouvoir, du moins c'est la version officielle. Le gros de la population, disons, reste très solidaire. Merci. En revanche, certains intellectuels commencent à laisser poindre de la lassitude et laissent entendre qu'ils souhaiteraient que enfin le régime change pour mettre un terme à toutes ces souffrances. Merci Isabelle, c'est très important effectivement ce que vous venez de dire. Et à propos d'Amman, il faut encore ajouter que la capitale jordanienne ce matin a vu une manifestation assez importante. Nous allons le voir, ça se passait devant l'ambassade d'Irak, de très nombreux Jordaniens qui venaient apporter leur soutien à Saddam Hussein, donc depuis que l'offensive alliée a été déclenchée. Voilà, retour maintenant aux opérations militaires et nous allons retourner à Riyad en Arabie Saoudite. À Riyad où nous retrouvons Jacques Merlino. Jacques Merlino, vous êtes en direct avec nous. Jacques, bonjour. Alors, on a peu d'informations, on l'a dit depuis le début du journal, le blackout des Américains. Tout de même, vous avez pu récolter des informations plus précises ? Oui, tout à fait, mais peut-être d'abord un mot sur les raisons de ce blackout à l'égard de la presse. Les forces coalisées craignent par-dessus tout d'être localisées et ont évidemment peur de bombardements à l'arme chimique. C'est évidemment une raison que nous comprenons et les informations que nous donnerons d'ici ne seront que des informations qui, bien sûr, ne peuvent mettre en péril aucune des unités qui actuellement se trouvent au combat. Alors, nous pouvons confirmer que sur la ligne de front koweïtienne, plusieurs brèches importantes ont été ouvertes par les Américains et les Britanniques notamment, avec des avancées d'une quarantaine de kilomètres à l'intérieur du territoire koweïtien et des installations par les troupes de génie de base de ravitaillement de fuel pour les hélicoptères, pour les blindés et ravitaillement en munitions. Par ailleurs, nous pouvons vous confirmer que l'île de Felaka, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Kuwait City, est actuellement aux mains des Américains. C'est un point important car cette petite île, elle fait une douzaine de kilomètres de long, pourrait servir de point d'appui lors d'une opération de débarquement si celle-ci n'a pas encore eu lieu. Et puis, dernière information, mais alors celle-ci à prendre avec beaucoup de précaution parce que nous l'avons obtenue d'après la radio iranienne, et d'après une source koweïtienne, tout cela est encore à vérifier, mais il y aurait des mouvements héliportés sur Basra, donc en Irak, et sur Rajah, qui est une petite ville près de Kuwait City. Si ces informations se confirmaient, cela pourrait vouloir dire que les forces coalisées essayent actuellement de neutraliser les centres de commandement de la garde républicaine. Jacques, tout à l'heure, Nicolas Jacobs nous disait que les troupes françaises avaient apparemment rencontré très peu de résistance. Est-ce que vous avez la confirmation de tout ça aussi sur un plan plus général ? Oui, nous avons pas mal d'informations sur la position des Français. Nous ne les donnerons pas toutes pour les raisons que je disais tout à l'heure, mais nous pouvons dire de manière officielle, parce que l'information a déjà été donnée, que par exemple la base arrière des forces françaises se trouve maintenant à 5 km à l'intérieur de l'Irak. Cela veut donc dire que les éléments avancés des forces françaises, c'est-à-dire essentiellement la Légion, se trouvent peut-être à 20, 30 ou 40 km à l'intérieur de l'Irak et que ces troupes françaises sont intégrées dans une espèce de mouvement tournant destiné
destiné à prendre les troupes irakiennes par le flanc. Alors pour conclure, Hervé, je voudrais dire qu'ici, dans l'ensemble, évidemment, le ton est un peu au contentement. Ce matin, nous avons, malgré le blackout à l'égard de la presse, nous avons eu un court briefing avec les militaires américains et ils nous ont dit en quelques mots que tout se passait parfaitement bien. Ils ont utilisé l'expression « successfully ». Mais au-delà de ça, je crois qu'il faut rappeler que les forces irakiennes ont été évidemment très détruites, à 40%, on le dit. Mais ces destructions ont été concentrées sur certains points. Et les brèches qui sont faites actuellement sont sans doute des brèches qui sont faites sur les points les plus bombardés depuis le début des opérations. Ce qui signifie qu'il reste encore sûrement des poches de résistance très fortes. Et il faut se souvenir que l'histoire militaire est pleine d'exemples où une poignée d'hommes peut bloquer une division pendant plusieurs journées. Donc ne cédons pas au triomphalisme, ne cédons pas au contentement trop rapide. Ce n'est que le début d'une opération. Les opérations terrestres sont les plus difficiles dans le domaine militaire et ce n'est véritablement qu'un début. Merci Jacques Merlino. Deuxième chapitre de ce journal, un petit retour en arrière sur le déclenchement de cette offensive terrestre et d'abord sur la manière dont ça s'est passé aux États-Unis hier. Je vous rappelle que peu de temps après l'expiration de l'ultimatum, George Bush est intervenu à la télévision pour confirmer l'attaque terrestre et annoncer que la libération du Koweït était entrée dans sa phase finale. Écoutez. Regrettably, the noon deadline passed without the agreement of the government of Iraq to meet demands of United Nations Security Council Resolution 660, as set forth in the specific terms spelled out by the coalition to withdraw unconditionally from Kuwait. To the contrary, what we have seen is a redoubling of Saddam Hussein's efforts to destroy completely Kuwait and its people. I have therefore directed General Norman Schwarzkopf, in conjunction with coalition forces, to use all forces available, including ground forces, to eject the Iraqi army from Kuwait. Once again, this was a decision made only after extensive consultations within our coalition partnership. The liberation of Kuwait has now entered a final phase. I have complete confidence in the ability of the coalition forces swiftly and decisively to accomplish their mission. Tonight, as this coalition of countries seeks to do that which is right and just, I ask only that all of you stop what you were doing and say a prayer for all the coalition forces, and especially for our men and women in uniform, who this very moment are risking their lives for their country and for all of us. May God bless and protect each and every one of them, and may God bless the United States of America. Voilà, c'était George Bush donc hier soir. Nous allons tout de suite à Washington retrouver notre envoyé spécial Jean-Marc Ilouz. Il est très tôt ce matin, bien sûr, à Washington. Jean-Marc, quelles dernières informations donc à Washington ce matin? Eh bien, écoutez, assez peu d'informations de sources américaines, beaucoup d'informations de sources arabes, de sources françaises, de sources britanniques. Le blackout annoncé hier soir par le ministre de la Défense est efficace. Alors, à défaut, si vous voulez, de pouvoir informer les Américains sur la conduite effective de cette guerre, les commentateurs débattent sans arrêt de la question qui a fini par hanter les Américains. Faut-il, oui ou non, aller au-delà des résolutions des Nations Unies pour essayer de renverser Saddam Hussein? Les sondages sont assez impressionnants. 71% des Américains considèrent qu'il n'y aurait pas de victoire sérieuse des États-Unis si Saddam Hussein restait au pouvoir. Alors vous le savez, le gouvernement américain a une position plus qu'ambiguë sur la question. Ambigu parce que, officiellement, le ministre de la Défense Cheney, hier soir, nous disait « Ce n'est pas l'objectif du gouvernement des États-Unis de changer le gouvernement de l'Irak, mais si Saddam Hussein venait à perdre le pouvoir, nous ne pleurerions pas, évidemment, sur lui. Mais rappelez-vous qu'il y a une semaine environ, le président Bush, lui, expliquait, lançait presque un appel au soulèvement contre Saddam Hussein en Irak. Vous voyez, la position des États-Unis est très ambiguë, mais pour l'instant, officiellement du moins, il s'agit simplement d'organiser la lutte pour la libération du Koweït, mais encore une fois, le thème du renversement direct de Saddam Hussein par une opération militaire
plane dans les esprits, obsède un petit peu les Américains, même s'il n'en est pas officiellement question. Merci Jean-Marc Illouz. Troisième chapitre de notre édition, les réactions dans le monde et de l'opinion publique dans les différents pays. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que le Conseil de sécurité de l'ONU et toutes les initiatives diplomatiques ont été mises entre parenthèses. D'ailleurs, hier, à New York, c'était ce matin, heure française, donc le Conseil de sécurité a ajourné sa réunion. Tout espoir de solution négociée était donc abandonné. Dans le même ordre d'idée, l'Union soviétique se retrouve sur la touche, pour le moment du moins, après l'échec des efforts de paix de Mikhail Gorbatchev. Ce matin, officiellement, le gouvernement soviétique a regretté l'offensive terrestre, estimant qu'il restait une chance de règlement pacifique. En Iran aussi, le gouvernement iranien a regretté cette offensive terrestre. En France, on en saura plus ce soir, puisque le président de la République va intervenir une nouvelle fois à la télévision à 20h. Il sera interrogé par 4 journalistes, dont Georges Bortoli, pour Antenne 2. Alors, comment réagit l'opinion française? Eh bien, voici quelques réflexions entendues ce matin à Paris. Elles n'ont pas valeur de sondage, bien sûr. Nicolas Vinclair. Vous savez que l'offensive terrestre a été déclenchée dans le Golfe dans le courant de la nuit. Comment est-ce que vous réagissez à ça? Assez mal, parce que la guerre n'est jamais quelque chose de très bon, mais il fallait le faire. En tant que mère, je pense aux enfants, je pense aux jeunes. Je ne suis pas pour la guerre, mais il faut réagir, il faut faire quelque chose. Je pense qu'étant donné la position de Saddam Hussein, c'était inéluctable et qu'il était nécessaire que cette offensive soit déclenchée. Je vous dis franchement, je m'en fous quand même. Parce que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que vous sentez solidaire des soldats français qui se battent actuellement sur le front? Bah oui, bon, moi j'ai le mari d'une copine qui est là-bas, donc évidemment on y pense tout le temps, quoi. Je me sens très solidaire et je trouve ça très triste, quoi, que des jeunes se fassent tuer pour... On se sent solidaire, mais en même temps on est tellement éloignés, on vit pas du tout ce qu'ils vivent, donc on peut pas du tout se rendre compte de ce que c'est. En train de se battre Je suis solidaire pour la paix, voilà, et la justice qui existe dans le monde. Personnellement, ça me gêne de savoir que c'est les pauvres bougres qui meurent, parce que personne ne veut une guerre. Hein. On est aussi bien en paix, vous voyez, il fait beau, c'est du soleil. Alors les pauvres qui sont sur les bombes, c'est pas bien. Hein. Quelques réactions politiques aussi dans les états-majors français. Je vous propose d'écouter les premiers qui se sont exprimés ce matin, à droite comme à gauche. Écoutez. Pour moi, les Français doivent manifester de la confiance vis-à-vis des soldats de la coalition, vis-à-vis des soldats français. Ils doivent manifester un soutien, et permettez-moi de le dire, une très vive admiration, car c'est sur leurs efforts, sur leurs épaules, que repose maintenant le dénouement de la crise. Croyez-vous que nous avons laissé échapper une chance réelle de paix avec le plan de paix soviétique? Non, il n'y en avait pas réellement. C'était une façon de perdre son temps et de nous faire perdre notre temps. Les États-Unis ont pris une lourde responsabilité. Visiblement, ils sont autant intéressés par mettre la main sur l'ensemble de la région que par la libération du Koweït. Je déplore que pendant tout le temps où des diplomates ont multiplié les efforts pour obtenir des négociations et une solution pacifique, on apprenne aujourd'hui qu'en fait, les troupes coalisées s'apprêtaient à cette guerre terrestre. Et le gouvernement français a sa part de responsabilité. Il était au courant de la date de déclenchement des offensives terrestres. Et je regrette que François Mitterrand, vendredi dernier, ait encore nourri des espoirs en disant qu'il était optimiste à l'issue de la rencontre qu'il avait eue avec Georges Marchais. Ce n'est pas bon pour la France. Voilà, avant de terminer tout ce chapitre, ce long chapitre, l'essentiel de ce journal, qui est consacré à la guerre du Golfe depuis le déclenchement de l'offensive terrestre, sachez encore que du côté des autorités religieuses, le pape Jean-Paul II a réagi aussi. Il a appelé une nouvelle fois à ce que les belligérants trouvent un compromis. Il a appelé de nouveau à la paix. Voilà donc ce qu'on pouvait dire sur cette offensive terrestre alliée. Dans le reste de l'actualité, très peu de choses. Je vous donne tout de même quelques résultats sportifs. D'abord, la victoire de Carol Merle dans le Super G de Coupe du Monde qui avait lieu au Japon ce matin à Furano. Peu de temps avant, Carol Merle avait terminé 13e de la descente de cette même épreuve de Furano. En tennis, Guy Forget éliminé hier à Stuttgart en demi-finale du tournoi. Il a été battu par Svensson. Et puis en football, match avancé de la première division. Montpellier hier soir a battu sur son terrain pour la première fois de la saison. Montpellier, a été battu sur son terrain pour la première fois de la saison. C'est Auxerre qui réalise la bonne opération en battant Montpellier 2-1. Olivier Ray. Il faut toujours se méfier d'Auxerre. Hier soir, l'équipe de Giroud a une fois encore piégé Montpellier, remportant ainsi une précieuse victoire.
En première mi-temps, sur ce coup franc de Vailleroy, Coquard de la tête ouvre la marque. En tout début de seconde mi-temps, Montpellier réagit et obtient l'égalisation sur ce centre de Lemoux, déviation de la tête de Valderrama pour Xueret qui, du bout du pied, trompe Martini. Malgré la domination de Montpellier, c'est Auxerre qui, en fin de match, trouve l'ouverture sur une contre-attaque. Chiffaut ouvre sur Pascal Vailleroy, bien lancé, qui s'en va marquer le but de la victoire. Un succès qui permet à Auxerre de prendre seul la 3e place du classement. Voilà vos rendez-vous maintenant. La météo, c'est tout de suite avec Sophie Davant. Elle vous annoncera un temps très ensoleillé et très doux pour la saison. Profitez-en. Cet après-midi, bien sûr, Daniel Bilalian interviendra si l'actualité le nécessitait. Et une édition spéciale aura lieu vers 18h pour vous tenir au courant des derniers développements de la guerre du Golfe. Je vous rappelle aussi l'intervention du président Mitterrand. Ce sera ce soir à 20h. Il sera interviewé par 4 journalistes de la télévision. C'est sur Antenne 2 aussi, bien sûr. Et les journaux, donc le journal de 20h sera un peu retardé, il sera vers 20h15, 20h20 je pense, présenté par Bruno Mazur, dernière édition, Claire Chazal. Et puis demain, 13h, en cette même place, vous retrouverez Philippe Lefebvre. Bon après-midi, bonne soirée sur Antenne 2.